2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah ben voilà, parfait. Alors forcément, on attend toujours une personne, hein. Les humoristes, vous savez, c'est toujours très long. Mais on entend une personne. Voilà, comme d'habitude. Vous êtes bien installé? Cool. Bon, on va commencer, c'est pas grave. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et je suis vraiment ravi que vous soyez là aujourd'hui. Ça fera en septembre 2 ans qu'on travaille sur ce projet du Calvi Monaco. On a commencé en septembre 2020 et c'est enfin une consécration de se trouver ici, à la Maison des Océans à Paris, qui appartient à l'Institut océanographique de Monaco. Et voilà, c'est un petit clin d'œil parce que forcément l'aventure du Calvi Monaco se terminera à Monaco et on finira avec la conférence clôture directement dans l'Institut océanographique. Donc le fait de commencer ici à Paris, eh bien, je trouve que c'est un petit clin d'œil sur notre belle aventure. Alors avant de commencer, eh bien, de vous parler du Calvi Monaco, eh bien, je vais juste revenir rapidement sur ce que j'ai fait et le pourquoi du Calvi Monaco. Et c'est ce qui est le plus important. Alors rapidement, en 2011, eh bien, moi j'ai fait ma première aventure où j'ai traversé le continent australien en courant. Donc je suis parti de Melbourne pour aller jusqu'à Darwin. Ça fait à peu près 5400 km pour aller rencontrer les communautés aborigènes. Donc j'ai passé 25 jours en tout dans 2 communautés aborigènes. Et on se rend compte que l'Australie est un pays, continent extrêmement rude, extrêmement difficile, avec toutes sortes de bestioles qui souhaitent qu'une seule chose, c'est vous bouffer. Et la problématique que j'ai eue en plein milieu du bush australien, eh bien, c'était de me retrouver sans eau, sans rien du tout, pardon, au point de boire mon urine pour ne pas mourir dans le désert. Et ça a été le petit déclic qui m'a donné envie de poursuivre et de faire, entre guillemets, d'avoir mon cheval de bataille sur la thématique de l'eau. Donc je suis rentré en France, j'ai fait d'autres présentations dans les entreprises, etc. Et j'ai décidé de faire la descente du Mékong en hydrospeed pour comprendre les populations qui bordent le fleuve et comment est-ce qu'ils arrivent à vivre au quotidien avec ce fleuve qui est une artère principale d'Asie du Sud-Est. Et on se rend compte que malheureusement, le fleuve Mékong devient le déversoir de toutes sortes de déchets. Et imaginez-vous, 70 millions de personnes qui bordent le fleuve et qui au quotidien déversent leurs déchets. Tout ça, ça arrive directement dans le delta du Mékong et vous avez une quantité de déchets qui partent après dans les mers et les océans. Pour poursuivre, en 2018, j'ai fait un tour de France à la nage. Il y a quelques personnes ici dans la salle qui étaient présents quand on a fait la conférence de presse ici en 2018. Et le but, c'était vraiment de rencontrer la population, les estivants, les gens qui sont vraiment sur le front de mer, et de voir avec eux s'ils étaient au courant des problématiques qu'on pouvait retrouver en bordure du littoral français. J'étais convaincu que le littoral français était propre, j'étais convaincu que l'environnement dans lequel j'allais évoluer était parfait, et je me suis aperçu en fait que c'était bien pire que ça. On a des décharges à ciel ouvert, vous en avez une qui existe encore au nord du Havre, vous avez un continent de déchets, on en parle tout le temps des continents un peu partout sur la planète, mais vous en avez un au large de Saint-Jean-de-Luz et de Biarritz. Et puis ensuite, la mer Méditerranée. Effectivement, la surface est extrêmement jolie, mais c'est une véritable poubelle. Vous avez toutes sortes de déchets directement dans le fond marin. Et ce n'est pas uniquement à cause de la France, mais vu que le bassin méditerranéen a énormément de populations et de pays qui bordent cette mer qui est presque fermée, tout le monde n'a pas forcément les mêmes normes environnementales et contribue à emmener tous ces déchets directement dans la mer Méditerranée. Donc voilà, ça a été le cheminement de toutes ces aventures, et c'est comme ça qu'on a imaginé le Calvi Monaco, embarquer des gens, leur montrer la fragilité de la nature, leur montrer que la mer Méditerranée, elle est extrêmement belle, qu'elle est fragile, mais elle est très belle, et il faut la préserver, il faut embarquer un maximum de gens, toutes sortes de générations confondues, pour leur faire prendre conscience, encore une fois, de cette nécessité urgente de préserver la mer, qui est le vivier, qui est la source de vie, la base de la vie, en tout cas sur Terre. On va revenir un peu en arrière, parce que je pense que des images parlent beaucoup mieux que tout un tas de textes. Donc je vais vous faire voir une petite vidéo qu'on a réalisée avec Valentin Lam et Floriane Legroux, qui reprend tout depuis septembre 2020, la préparation, tout ce qu'on a mis en place pour pouvoir réaliser cette aventure du Calvi Monaco.
Christophe, si tu veux bien. Notre Terre, elle est le seul objet céleste connu pour abriter la vie. On la nomme également la planète bleue, par ses mers, ses océans, qui recouvrent plus de 72% de sa surface. Ces eaux circulent dans son ensemble naturel depuis la nuit des temps. Elle vit par ses orages, par ses tempêtes, laissant apparaître de fines gouttes pour rejoindre le sol, ses plantes, puis enfin le calme. L'eau alimente les lacs et les rivières, traversant nos forêts dans ces vastes étendues, pour enfin finir son parcours dans les océans. Elle est un indispensable et joue un rôle décisif en matière de climat. Malheureusement, par la main de l'homme, son existence est compromise. Où que je sois, je l'entends. Dans le plus profond du silence, je la sens. Elle est là et me rappelle. J'ai le devoir de protéger son infini vivant. Et pour que cela se fasse, mon aventure commence ici. Je suis Rémi Camus. Cet aventurier de l'extrême se prépare maintenant, toujours avec la même ambition, protéger une ressource essentielle. Elle est classée, ouais.
palmer toute la journée, à nager, j'en pouvais plus, j'ai mal au dos, j'ai mal. Sur France 3 pour parler de Rémi Camus et de son projet de traverser la Méditerranée à la nage en partant de Calvi jusqu'à Monaco. Après de longues préparations, cet aventurier s'apprête à faire le grand saut pour envoyer un message, celui de protéger l'eau et donc l'environnement. Donc voilà, ça fait presque 2 ans de travail pour pouvoir mettre en place ce projet du Calvi Monaco. Et donc avant de vous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est cette aventure, eh bien, je voudrais qu'on puisse accueillir notre parrain. Pourquoi tu rigoles? Bah viens, 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 Arnaud. Notre humoriste. Bonjour. Tu veux le micro, Arnaud? Bonjour. Arnaud Demange, qui est donc un ami et à qui j'ai demandé s'il voulait être le parrain de ce projet, parce que, encore une fois, c'est pour moi très important que toutes sortes de classes sociales, de personnes, de métiers puissent vraiment prendre part à cette cause. Et je voulais donner, qu'on puisse échanger là-dessus avec Arnaud. Écoute, moi, c'est évidemment une cause qui me tient à cœur, et puis je serais ravi de la faire vivre. Tu ne le sais pas encore, mais j'ai un contrat pour faire de la matinale radio l'année prochaine, donc je serai tous les matins à la radio pour parler de ton projet, entre autres. Cool. Donc voilà, et ça donnera, j'espère, un peu de lumière et de notoriété à la cause et au projet lui-même, parce que dès qu'il m'en a parlé, j'ai trouvé ça formidable. C'est au-delà du fait que ce soit un ami, c'est aussi moi qui l'ai coaché pendant 1 an en musculation, et donc je suis ravi de voir que ça paye, hein. Ça se voit, regarde. Je me mets derrière. Voilà. Donc, j'ai rejoint le projet dès qu'il m'en a parlé, et je serai encore une fois ravi de mettre un peu de lumière dessus quand j'en aurai l'occasion. Donc, a priori, dès septembre. Voilà. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Alors, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet du Calvi Monaco. Donc voilà, c'est une aventure qui est très différente de ce que j'ai pu faire dans le passé, parce que si vous regardez bien, je suis en train de régresser au niveau des kilomètres. C'est 5400 en Australie, 4400 sur le Mékong, 2650 sur le Tour de France à la nage, 180 km sur le Calvi Monaco. Je deviens vieux, je vais être papa bientôt. Donc voilà, j'essaye de faire attention, c'est pour ça. Mais voilà, la distance 180 km sur vraiment en ligne droite, avec les courants, la houle, le vent. On pourra peut-être tourner entre 200 et 220 km, je pense, sur la durée totale. Départ de Calvi, arrivée à Monaco. Monaco, parce que j'avais déjà fait l'arrivée à Monaco lorsque j'ai fait le Tour de France à la nage, et j'avais été accueilli par son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, Monseigneur. Et donc voilà, pour moi, c'était intéressant de revenir exactement au même endroit. Temps estimé de la traversée, entre 8 et 15 jours. Vous allez me dire, c'est plus une fourchette, ça c'est un râteau, mais c'est très difficile d'estimer vraiment une durée sur la traversée, vu que le but de ce projet, c'est d'être en totale autonomie, sans assistance sur la traversée. Donc je vais devoir désaliser mon eau, je vais devoir manger, me débrouiller, je vais devoir tracter, tirer la plateforme, qui fait à peu près 130, 140 kilos. Lorsqu'elle sera chargée, avec moi dessus, je pense qu'on sera autour de 210-220 kg. Donc ça fait déjà une petite embarcation à tirer qui a des difficultés, effectivement, lorsqu'on a le vent qui se met dedans, avec des courants, etc. Donc il va falloir prendre tout ça en considération, avec un départ prévu autour du 4, 5, 6 septembre. Je n'ai pas la date exacte pour le moment parce que, effectivement, avec les conditions qu'on peut avoir en mer, on ajustera au dernier moment pour s'assurer qu'on a la meilleure fenêtre météo, tout comme un alpiniste qui va faire l'Everest, il ne va pas choisir le temps le plus pourri pour faire l'ascension. C'est le même principe, on va essayer de trouver la bonne fenêtre météo pour faire la traversée.
L'aventure du Calvi Monaco, eh bien, c'est plusieurs objectifs qui sont compris dedans. Le premier, eh bien, c'est encore une fois la sensibilisation. Ça fait 12 ans que je fais ce métier d'aventurier explorateur. Ça fait 12 ans que je vais dans les écoles et que j'essaye de parler aux enfants, leur expliquer pourquoi c'est important, pourquoi il faut préserver ce joli milieu. Et encore une fois, ce qui est important, c'est de pouvoir éduquer eh bien, toute génération confondue. Donc sur ce projet, on est accompagné avec principalement de 2 entités. Vous avez les MFR, les maisons familiales rurales, donc qui sont basées dans le Rhône. Les maisons familiales rurales, ils ont à peu près 12 établissements, ce qui représente environ 10 000 étudiants qui vont suivre le projet, avec qui on a déjà travaillé en amont, parce que lorsque j'ai fait de l'entraînement, eh bien, ils étaient là en bordure de la Saône ou du Rhône à collecter des déchets pour essayer de les valoriser et les transformer en œuvres d'art. Donc alors, c'est ce que j'ai expliqué, il faut pouvoir contribuer au projet, non pas pendant, mais avant, pour que ça soit vraiment eh bien, une suite logique au niveau de l'aventure. Et puis ensuite, eh bien, le groupe ACPPA, qui est le 3e plus gros groupe de France au niveau des maisons de retraite. Et on a aujourd'hui la chance d'avoir Morgane Aft, la directrice de la communication. Et si tu veux bien venir, le micro, et puis le micro. Merci beaucoup. Donc Morgane, qui est ici présente, et en fait, on s'est rencontrés vraiment par le biais d'un ami, donc mon préparateur physique, pas celui-là, un autre préparateur physique, un vrai, et c'était son beau-père qui travaillait eh bien, pour le groupe et qui nous a mis en relation, et j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir mettre en lumière effectivement des personnes âgées, parce que c'est ce que je dis souvent, nos aînés sont plus proches de la porte de sortie que de la porte d'entrée, mais ils ont leur mot à dire par rapport à ça. Donc voilà, c'était plus que tu puisses nous donner un petit peu ton avis et puis surtout sur ce qu'on va pouvoir mettre en place avec le groupe ACPPA. Oui, alors nous sommes un groupe associatif de maisons de retraite et comme le disait Rémi, effectivement, on prend en charge, on accompagne, on essaie de préserver la santé de 6 000 personnes âgées sur l'ensemble du territoire. On a eu l'occasion de rencontrer Rémi par le biais d'un de notre directeur d'établissement qui était très engagé justement dans la préservation de son territoire et on a croisé nos regards, on a un groupe qui milite aussi pour l'écologie, qui milite pour une protection de son patrimoine et l'intergénérationnel nous semblait vraiment important. Quand on imagine que les personnes que l'on accueille ont connu un océan avec 40 fois plus d'espèces animales, voilà, donc ça nous a vraiment, ça fait sens, ça fait écho. Donc l'objectif, c'est bien évidemment de les faire participer. On porte un autre regard aussi, nous, sur la personne âgée. Ils ont eux-mêmes un regard à porter sur l'écologie en tant qu'acteurs et en tant que citoyens. Donc on va initier avec eux, on va suivre Rémi, bien évidemment. Donc on va mettre en place des ateliers, on va mettre en place des animations autour de la préservation de l'eau. Et puis on va inciter également les familles, les collaborateurs à pouvoir, chacun sur son territoire, à imaginer des actions pour pouvoir mettre au cœur de notre système un autre regard aussi sur les océans. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Pour moi, le Calvi Monaco, c'était vraiment d'embarquer un maximum de personnes, et c'est ce que j'avais marqué sur la première slide, c'est vraiment une aventure humaine. Il y a un mec qui nage, mais c'est tout le monde. C'est grâce à vous tous d'être ici présents qu'on va réussir à faire ce joli projet. Ensuite, il y a un autre aspect, autre que la sensibilisation, eh bien, il y a un intérêt scientifique. Donc on travaille avec le CHU de Grenoble et donc le fonds de dotation du CHU de Grenoble. Et on va travailler sur une partie stress en milieu hostile. Le but est de comprendre comment réagit le corps humain lorsqu'il est immergé dans un environnement hostile comme les océans, qui ne fait que bouger, et comment est-ce qu'on va devoir apprécier l'environnement en fonction des conditions climatiques, de ma santé au quotidien, de comment je vais gérer les phases de stress lorsqu'on va avoir des conditions de mer fortes ou pas. Et donc pour le faire, on avait plusieurs solutions. La première, c'était du prélèvement sanguin. Donc je leur ai expliqué que je n'avais pas envie de me choper une maladie en pleine mer, à essayer de me piquer avec des aiguilles. Et puis vous imaginez, essayer de faire une prise de sang dans 2 mètres de vague en Méditerranée. Je ne sais pas si à un moment donné, je vais réussir à piquer au bon endroit. Donc on a passé à autre chose, et donc on va avoir des réactifs, donc des petites pipettes, et je vais devoir cracher à l'intérieur plusieurs fois par jour. Et c'est ce que je vais collecter et garder jusqu'à mon retour pour ensuite les analyser et voir comment effectivement réagit le corps humain lorsqu'il est immergé dans un environnement hostile comme les océans. Alors c'est pas une étude, j'allais dire, très très poussée, parce qu'il y a
qu'un seul cobaye qui se met dans l'eau. Il aurait fallu être des centaines de personnes. Vous êtes conviés, si vous le souhaitez, pour venir nager et cracher dans les pipettes à votre tour. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'avoir une première base scientifique sur le comportement humain lorsqu'il est immergé dans un environnement hostile comme les océans. Donc voilà, ce sont vraiment les deux choses les plus importantes sur ce projet. Et puis ensuite, on a voulu encore une fois pousser sur des acteurs qui puissent être présents au quotidien, parce que je suis persuadé que si on veut enrayer cette problématique de la pollution qu'on retrouve dans les mers et les océans, il faut qu'on soit un maximum de personnes. Alors on a fait appel à d'autres personnes, des startups qui sont éco-responsables, qui font des choses bien directement ou indirectement pour les océans, et vous allez comprendre. La première s'appelle Trashpotter. J'ai rencontré Patrice Clot il y a à peu près 2 ans, 3 ans. Et donc, il a développé cette application Trashpotter qui permet de faire de la géolocalisation des déchets lorsque malheureusement, on ne peut pas directement aller les ramasser parce qu'on part au travail, parce qu'on est pressé, on n'avait pas eu l'idée de voir une décharge directement sur le bas-côté et de devoir ramasser les déchets. Donc on a une application qui nous permet de scanner et de marquer l'endroit où est-ce que ça a été, ce que c'est comme déchet, la quantité, en répertoriant également le type de déchet et puis l'accessibilité de ce déchet, si on peut venir le récupérer en voiture, en bateau, à pied, à cheval, ce que vous voulez. Donc on a travaillé ensemble lorsqu'on avait fait, nous, la descente de la Loire en radeau, où on avait utilisé l'application pour essayer de la faire connaître. Et puis ensuite, on a une autre start-up qui s'appelle Sea Trackbox, qui est partie du constat. On a Christophe qui est présent ici, le cofondateur. Et en fait, Sea Trackbox, ils sont partis du constat, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais que en fait, vous avez à peu près dans le monde énormément de porte-conteneurs qui transitent, et vous avez en moyenne à peu près 12 000 conteneurs qui tombent par-dessus bord tous les ans et qui sont à la dérive au début, puis ensuite qui coulent tout doucement et qui se retrouvent dans les fonds marins. Sea Trackbox, ils sont partis du constat que tout ça, il fallait que ça s'arrête, et que malheureusement, au niveau des assurances, c'était le bateau qui était assuré et non les conteneurs. Donc, ils ont développé un petit boîtier avec toute une technologie GPS à l'intérieur pour faire du tracking de porte-conteneurs. Lorsque le conteneur est toujours sur le bateau, il n'y a aucune activation. Et lorsque celui-ci chavire, il va envoyer un premier signal. Lorsqu'il va commencer à couler, un deuxième signal, etc., jusqu'à avoir une géolocalisation du conteneur où est-ce qu'il se trouve en pleine mer. Alors, vous allez me dire, ça n'a vraiment rien à voir avec de la pollution dans les mers et les océans, parce que ce n'est qu'un conteneur. Mais ça évite probablement d'avoir des conteneurs à la dérive qui viennent heurter d'autres voiliers, de devoir par la suite sortir la SNSM, d'autres personnes qui vont pouvoir intervenir pour aller les aider, et donc forcément éviter, pourquoi pas, des marées noires, etc. etc. Donc c'était pour moi un système plutôt très ingénieux, et en fait on s'est rencontré avec Guillaume Turbec, avec qui je vous le présenterai par la suite, qui est la personne qui a conçu la plateforme que je vais tracter, donc qui est basée à Pléneuf-Valandré. Et on s'est rencontrés en fait dans son atelier, on a échangé, il m'a dit voilà, je suis en train de mettre ça en place, ça devrait être prêt pour ton aventure. Et je lui ai dit vas-y, donne, je trouve ça tellement intéressant de pouvoir mettre en avant d'autres startups qui œuvrent et qui font des choses intéressantes. Et la dernière, c'est Capilum. Et Capilum, ils ont réussi à modifier ou à plutôt donner une vie à vos cheveux. Alors la plupart des gens, c'est ce que dit Clément, vous avez tous des cheveux sur la tête ou plus ou moins. Voilà. Et que malheureusement, les cheveux n'ont pas forcément une fin de vie comme on l'espère. La plupart du temps, ils finissent dans les poubelles. Et eux, ils ont trouvé un truc pour pouvoir les valoriser. Si tu veux bien venir, Clément, ça serait avec grand plaisir de t'accueillir. Merci. Tiens. Bonjour à tous. Donc, je suis Clément Baldelou, je suis le président et cofondateur de Capilum. Capilum, première filière de recyclage et valorisation des cheveux. Alors, pour ceux qui n'ont plus de cheveux, la barbe, ça fonctionne aussi, on ne veut pas être discriminant. On s'est rendu compte qu'1 million de Français vont se faire couper les cheveux chaque jour dans leur salon de coiffure et que ça générait du déchet. Alors on a voulu retirer le cheveu du circuit des déchets pour en créer une véritable ressource et donc créer ce qu'on appelle l'économie circulaire. On a collecté plus de 70 tonnes de cheveux aujourd'hui. C'est une matière qui est inépuisable, alors on continue de travailler. On engage tout le monde, les citoyens qui deviennent éco-citoyens en allant se faire couper les cheveux, donc ils en ressortent plus beaux
et en plus ils participent à la protection de l'environnement. Mais ce qui était intéressant, c'était de savoir qu'est-ce qu'on allait en faire. Et effectivement, quel est le lien aujourd'hui avec Calvi Monaco? C'est qu'on est capable de créer des produits d'absorption d'hydrocarbures. On crée des produits qui sont vertueux pour l'environnement, notamment pour nettoyer les océans ou les zones portuaires polluées. Le cheveu, il absorbe naturellement jusqu'à 8 fois son poids en hydrocarbures, alors quand on le met dans l'eau, du fait qu'il soit hydrophobe, il ressort 8 fois plus lourd, et ce, eh bien en hydrocarbures ou même en huile solaire ou autre. C'était intéressant pour nous de suivre Rémi dans son aventure à travers sa performance, puisque déjà c'est un pote, c'est pas encore un ami, mais peut-être que ça va le devenir. Et l'idée, c'était de sensibiliser un maximum de personnes. On va aussi dans les écoles pour dire vos cheveux ont du pouvoir au départ et à l'arrivée, et même pendant la traversée, réussir à faire des analyses pour voir le taux de pollution de la Méditerranée à travers cette nouvelle récupération qui, de base, pousse sur notre tête. C'est intéressant aussi d'apporter un message à tout ce qui est utilisé aujourd'hui, parce que les seuls coussins ou produits absorbants qui existent, ce sont des produits qui sont issus de la pétrochimie. Donc ça vient à forer du pétrole pour absorber du pétrole, et nous, on essaye d'apporter une nouvelle alternative biosourcée. Donc merci Rémi de m'avoir laissé un petit peu la parole, et au plaisir d'en discuter. Merci en tout cas, c'est cool, je te remercie. Donc voilà, on essaye d'embarquer un maximum de personnes dans cette aventure, et donc on continue avec des ONG avec qui on travaille sur ce projet. On a la première qui est donc la fondation Project Rescue Ocean. Benoît Schumann, qui est le cofondateur de cette fondation, en fait, je l'ai rencontré en 2018 lorsque j'ai fait le Tour de France à la nage, et on avait déjà échangé là-dessus. Et ils ont commencé à développer de plus en plus d'antennes. D'ailleurs, Clément, toi, tu as une antenne à Clermont-Ferrand. Donc voilà, ils ont même une antenne sur Clermont-Ferrand. Et ils ont commencé à faire de la dépollution directement en bordure du littoral, donc principalement en mer Méditerranée, en développant également des petits diplômes pour les enfants, pour les sensibiliser en tant que sauveteurs en mer. Donc à chaque fois, ils allaient dans les écoles faire des mouvements, aller directement sur les plages, faire de la collecte de déchets, et puis effectivement délivrer ce petit diplôme de sauveteur en mer. Ce sont des petites choses, c'est des petites gouttes d'eau dans l'océan, mais voilà, tout doucement, en apportant chacun sa petite pierre à l'édifice, on fait de belles choses. Et puis l'autre ONG, c'est Gestes Propres, avec Carole Carpentier, tu pourrais venir d'ailleurs Carole, avec qui on a travaillé en 2018. J'étais le parrain de Gestes Propres en 2018 lorsque j'ai fait le Tour de France à la nage. On avait travaillé ensemble, et effectivement, quand j'ai monté le projet du Calvi Monaco, je t'en ai parlé et tu m'as dit on y va carrément. Et je me souviens d'une chose que tu m'avais dit, et c'est ce qui m'avait assez surprise. Tu avais fait une analyse avec les déchets sauvages en France, déversés sur le territoire français. Et c'est un chiffre que j'ai toujours gardé, même pour mes conférences dans les écoles, en entreprise, mais pour expliquer aux gens. Et je me souviens, c'était 10 kilos de déchets sauvages déversés chaque seconde sur le territoire français. Et j'étais vraiment sur le cul de me dire qu'on arrive à avoir 10 kilos de déchets sauvages chaque seconde en France, dans un territoire qui est soi-disant un peu plus tourné sur l'environnement et l'éco-responsabilité. Mais apparemment, tu as d'autres chiffres à m'annoncer, c'est ça ? Peut-être. Voilà. Oui, en fait, les déchets sauvages, vous voyez ce que c'est ? C'est des déchets qui sont hors de tout circuit de collecte, donc qui sont abandonnés dans la rue, dans la nature, etc. On essaye d'évaluer, c'est difficile, on ne prétend pas dire la vérité, mais avec des données qu'on récupère à droite, à gauche, on sait qu'on est à peu près à 1 milliard de tonnes de déchets abandonnés tous les ans. Sur la France métropolitaine, pour l'outre-mer, on ne sait pas trop. On sait que sur les plages, on est à peu près à 660 tonnes. Et puis dans les océans, parce que notre travail, c'est surtout en amont sur Terre, parce que vous savez que 80% des déchets marins viennent de Terre, donc on travaille à sensibiliser les Français, les enfants, les adultes, par des campagnes de communication, des ateliers pour les enfants, un compte, etc. On essaie de sensibiliser sur le bon comportement à adopter sur Terre pour éviter que ces déchets finissent en mer. Où 1400 espèces sont touchées par ces déchets marins. Et on est à 24 milliards d'objets à la surface de la Méditerranée, donc que tu vas croiser. Voilà, c'est les derniers chiffres que m'ont donné l'Ifremer. C'est un peu affolant, et donc on a besoin de messagers comme toi, Rémi, pour passer les messages, sensibiliser, tout en racontant ton exploit,
parce que forcément, ça attire l'intérêt et l'attention des enfants, mais aussi des plus grands. Donc, merci de nous aider à passer les bons messages. Merci à toi. Merci beaucoup à Projet Stop Propre aussi. Alors effectivement, le Calvi Monaco, c'est en totale autonomie et sans assistance. Alors je suis fou mais pas stupide, j'aime bien rentrer à la maison vivant. Et donc on a forcément mis tout en place un service et une sécurité sur cette traversée. Donc on va avoir un Dufour 530 qui va nous accompagner sur toute la traversée pour assurer la logistique, mais pour faire monter à bord également les vidéastes, photographes pour raconter l'histoire du Calvi Monaco. On a déjà travaillé avec Vincent Cadet, donc c'est le logo VTTA, sur toute la partie administrative pour vraiment s'assurer de la réussite totale de ce projet. Donc on a déjà pris contact avec le ministère de la Mer, on attend juste que le papier soit signé. Donc ça c'est pour la partie nage en pleine mer. Et puis ensuite on a déjà pris contact avec la mairie de Calvi. Également la même chose sur Monaco. On va arriver sur la plage du Larvoto, celle que j'avais faite en 2018 lorsque j'avais terminé mon Tour de France à la nage. Je pense que ça va être très particulier comme arrivée parce que pour ceux qui avaient peut-être suivi en 2018, et je me souviens, mon papa était venu sur la plage du Larvoto. Mon papa n'est plus là, il est mort il y a 3 mois. Donc ça va être assez particulier de revenir sur cette même plage. Mais voilà, une aventure, c'est pas forcément juste quelqu'un de tête brûlée qui part. On a essayé de mettre toutes les chances de notre côté, mais surtout une pleine sécurité pour montrer que, on est responsable du début jusqu'à la fin. On a commencé à faire ce Calvi Monaco, on l'a commencé en septembre 2020. Alors il y a eu toute une phase de préparation. Une aventure, ça se fait en 3 étapes. Vous avez une phase de préparation, une phase de réalisation, une phase de restitution. La phase de préparation, c'est beaucoup d'administratifs, de démarchage pour trouver des partenaires, des sponsors, expliquer le bien fondé de ce projet, pourquoi on veut le faire, dans quel but, les objectifs, etc., etc. Et puis, il y a forcément une phase de préparation physique. Donc, la phase de préparation physique, c'est à peu près du 6-7 jours par semaine. Ça commence à 8h30 le matin, ça finit à 11h, donc c'est des longs entraînements. Vous avez peut-être vu au début dans la vidéo, il y avait une partie en salle de sport, mais il y avait une partie également en nage en rivière et également dans mon congélateur. Alors ça fait toujours rire mes voisins, mais oui, je me mets dans mon congélateur pour pouvoir travailler la résistance au froid. Et ensuite, on a eu deux entraînements sur mesure qui ont été réalisés. Le premier, c'était en août 2021, où j'ai fait, donc, avec une partie de mon équipe, le tour du lac Léman. Donc, on est parti d'Évian-les-Bains pour revenir à Évian-les-Bains. Donc, ça fait 180 km de nage en tractant le petit engin que vous avez juste là, la petite bouée. Il y avait juste l'eau et la nourriture pour la journée. Et ensuite, la deuxième, c'était la descente de la Saône. Logiquement, ça devait être faire Villefranche-sur-Saône jusqu'en mer Méditerranée. Et malheureusement, les autorités compétentes ont jugé que la sécurité n'était pas assez en phase avec le projet et que ça pouvait être très très dangereux. D'ailleurs, ils m'ont dit, vous vous imaginez pas ce que c'est de nager dans un fleuve. Vous imaginez pas là où j'ai nagé. Donc je sais ce que c'est. Mais voilà, du coup, on a dû modifier le projet et au lieu de faire Villefranche-sur-Saône jusqu'en mer Méditerranée, on a fait des boucles tous les jours sur la même portion, sauf que c'était au mois de février avec une température de l'eau qui vacillait entre 5 à 8 degrés. Donc c'était relativement frais. Ce qui était très intéressant, c'est que j'ai beaucoup travaillé la résistance au froid à ce moment-là et également toutes les phases d'hypothermie parce que je sortais tous les jours de l'eau complètement glacée. Mais ça a été très très intéressant. Donc là, je n'ai pas fini la phase de préparation, j'ai encore 3 kilos à prendre pour pouvoir les perdre pendant la nage. Je n'y arrive pas, mais c'est pas grave. Alors tout le monde l'attend, tout le monde veut voir ce que c'est, tout le monde est impatient. Effectivement, ma compagne qui va être avec moi pendant les 8 à 15 jours est un OVNI, un objet flottant non identifié qui ressemble à une plateforme qu'on a imaginé. Donc c'est Guillaume Turbec qui est concepteur, ingénieur. Je ne sais pas comment on peut le qualifier, Guillaume, il est un peu bizarre. Mais il travaille la matière composite, donc fibre de verre, fibre de carbone, etc. Et donc il a imaginé ce joli procédé de se dire on va pouvoir le faire sur une base d'un catamaran. Donc quand on voit bien sur les côtés, donc il a imaginé au début ces deux-là, puis ensuite une cellule de vie. La cellule de vie qui se lève sur la partie haute fait exactement 1,92 m, je crois, et je fais 1,82 m.
Donc il ne faut pas que je fasse trop pousser mes cheveux, mais j'irai devoir Clément pour les réduire un peu. Donc c'est pile poil à ma taille. À l'intérieur, on ne voit pas très bien cet endroit-là, mais on va avoir en fait des creux pour pouvoir emmener le matériel, la nourriture, le désalinisateur d'eau, matelas de sol, le sac de couchage, quelques habits, la plupart du change au niveau de la nage, c'est-à-dire une autre combinaison, palme, un autre masque, tuba, etc., pour pouvoir être complètement autonome et ne pas avoir trop de difficultés. Et ensuite, on a rajouté quelques trappes. Vous en avez 2 devant et 2 derrière. Les 2 devant sont auto-videuses, donc on pourra mettre tout ce qui est mouillé à l'intérieur. Et celles qui sont à l'arrière serviront principalement lorsqu'on pourra sortir de l'eau, se poser, ranger les affaires avant de se mettre à l'intérieur dans son grand appartement qui fait 1,5 mètres carrés avec une hauteur de 90. Donc voilà, c'est plutôt spartiate pendant toute la nage. Donc ça, c'était dans son atelier sur la partie construction. Et ça, c'était à Pléneuf-Valandré, il n'y a pas si longtemps. Donc j'étais en Bretagne. Et donc on a sorti la plateforme qui a été terminée. Donc elle est presque terminée parce que dessus, vous n'avez ni les logos des partenaires. À l'intérieur, ce n'est pas encore terminé. On a encore toutes les placements à mettre avec des filets, etc. pour être le plus organisé possible sur la traversée. Et puis, si vous observez bien, là, vous avez toute une partie blanche. Et cette partie-là, en fait, va être recouverte en vert. Donc là, vous avez du vert fluo dessus. Alors, je n'ai pas choisi les couleurs, hein, sinon ça fait un peu Green Lantern, mais ce n'était pas le choix. Voilà, j'aurais bien voulu un truc un peu plus sombre, voilà, un peu plus Batman, mais ce n'est pas grave. Donc, on a mis vert fluo, c'est pour la visibilité en pleine journée et en pleine nuit. Et la partie blanche, en fait, sera recouverte complètement d'un produit photoluminescent qui a été développé par un ami qui s'appelle Thomas Robin, qui n'est pas très loin de Lyon. Et en fait, sur cette partie-là, on va pouvoir la recouvrir entièrement. La journée, ça va emmagasiner la lumière du soleil et ça va la refléter et la rediffuser complètement toute la nuit. Donc, on aura une diffusion pendant presque 8-9 heures en pleine mer sans dépenser un seul watt pendant la traversée. Donc, on aura vraiment une plateforme qui sera toute illuminée. J'ai plus qu'à trouver un partenariat avec JBL pour mettre de grosses enceintes et normalement, on peut danser dessus, presque. Ensuite, tout en haut, vous avez à cet endroit-là un petit feu tout temps qui sera alimenté, donc on ne le voit pas sur cette slide-là, mais sur la prochaine, oui. Là, vous avez donc les premiers tests qui ont été faits à Pléneuf-Valandré et vous avez donc une partie avec panneaux solaires posés sur le dessus qui alimenteront une petite batterie tampon pour être toujours connecté. Et on aura donc le feu tout temps qui sera allumé toute la nuit pour être encore une fois matérialisé en pleine mer, parce qu'au tout début, on voulait mettre l'AIS à bord de la plateforme, sauf qu'on manquait de place à l'intérieur, on manquait de poids, parce qu'en fait, ça plus ça plus ça, c'est que des petits détails, mais à chaque fois, on va rajouter ça, on va rajouter ça. Sauf que je ne sais pas tracter 1 tonne, moi, je ne sais pas faire. Déjà, 150 kilos, ça sera déjà pas mal. Donc, on n'a pas pu mettre l'AIS à bord. Et donc, le bateau qui va m'accompagner, le voilier, lui, sera équipé de l'AIS. Et donc, on va pouvoir directement communiquer par VHF pour éventuellement, voilà, s'il y a une problématique en pleine mer. Pour la traversée, il va y avoir forcément beaucoup de communication, mais ça sera une communication qui sera également axée sur de la sécurité. Donc, ça fera un peu les deux. Sur ce que vous voyez tout en haut, vous avez donc un boîtier donc de Garmin, le InReach i66 pour les détails. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de communiquer directement par le satellite. Donc on va avoir une carte qui sera mise en place prochainement sur le site, donc thenextexploration.fr. Vous allez avoir un suivi en live de l'aventure géolocalisé toutes les 10 minutes sur donc un tracé, ce qui permettra à l'ensemble des gens de suivre, aux partenaires, à la famille de ne pas trop s'inquiéter que tout va bien et que je suis encore vivant. Enfin, du moins, ça dérive ou ça bouge, donc il doit être encore vivant. Ensuite, il y aura toute une partie relations presse qui sera gérée par Elodie, qui est ici, de l'agence Bernascom. Donc ensuite, le suivi GPS par le InReach. On a mis en place à l'heure actuelle une cagnotte sur Ulule pour collecter des fonds, mais c'est surtout pour embarquer un maximum de personnes dans cette aventure et montrer que ça concerne tout le monde, cette problématique des déchets qu'on retrouve dans les mers et les océans. Et puis effectivement, une communication sur les réseaux sociaux, que ce soit sur celui-ci ou sur les miens. Donc on aura vraiment un accès communication, mais également sécurité, parce que le but de pouvoir être suivi avec le InReach, c'est d'être toujours géolocalisé sur une carte. Comme ça, s'il y a le moindre souci, au moins, je peux être repêché rapidement.
C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Une aventure, ça se prépare en 3 phases. Vous avez une phase de préparation qui prend le temps que ça doit prendre. Si ça doit durer 3 ans, ça sera 3 ans. Mais il y a une phase de préparation. Vous avez une phase de réalisation qui est très importante également et une phase de restitution. Et ces 3 phases sont extrêmement importantes et vous ne pouvez pas juste en enlever une. Donc la suite va être une suite logique, film de l'aventure. Donc on a nous commencé à filmer, vous avez déjà vu quelques images, on a commencé à filmer depuis septembre 2020. Valentin et Floriane seront à bord du voilier pour pouvoir filmer toute la traversée, puis la suite. Donc on va pouvoir monter un joli film de tout ça. Le but, c'est de pouvoir directement, par la suite, aller dans des festivals de films d'aventure ou également dans tous les méga CGR. Donc j'étais déjà en pourparlers avec plusieurs directeurs de méga CGR qui m'ont dit on te mettra directement en relation avec la directrice de communication pour pouvoir faire une tournée à travers la France, exposer la plateforme et montrer le film donc, de cette aventure. Récit de l'aventure par Robert Laffont. Moi, j'ai déjà mon premier récit qui est sorti il y a quelques mois chez Robert Laffont et je leur en ai déjà parlé, donc on est en pourparlers par rapport à ça. Les conférences et prises de parole dans les écoles, encore une fois, pour matérialiser, montrer, sensibiliser les enfants sur cette thématique en entreprise. Et puis, pourquoi pas, les plateaux télé, mais ça sera avec toi. Donc, je pourrais pas, j'attends, on verra à ce moment-là. Donc voilà un petit peu les étapes de la suite. Et je voulais vous parler d'une dernière chose avant de vous laisser la parole si vous avez des questions. Je me suis toujours posé la question, à travers mes aventures, comment ça pouvait fonctionner en étant toujours tout seul. Comment est-ce que les gens pouvaient percevoir le fait de « Ah, super, il fait son truc » et nous, on le suit uniquement sur les réseaux. Et je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir donner l'occasion aux personnes de les embarquer avec nous dans une aventure, de leur dire « Vous aussi, vous pouvez être acteur ». Alors, je vais demander à William de venir et de me rejoindre, qui pourra prendre la parole. Merci. Merci. Alors, William, c'est très particulier parce que je m'entraîne dans une salle de sport à Villefranche-sur-Saône et tous les jours, il y avait un mec qui était sur son rameur en train de faire des kilomètres et des kilomètres. Et donc, c'est un très bon copain, Jean-Jacques, et je vais le voir. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, Jean-Jacques? Il fait, ben, je rame. Je dis, mais ça, je sais, mais pourquoi tu rames? Il fait, je suis en train de faire la Jacques Vabre. La Jacques Vabre? Je dis, tu me prends pour un con? Je fais, la Jacques Vabre, normalement, c'est en mer, c'est pas sur un rameur. Il fait, oui, mais il y a William Lenné qui a développé un projet, donc, de faire la Jacques Vabre au rameur. Et je fais, oui, d'accord, intéressant. Donc, j'ai pris ses coordonnées, je t'ai contacté. Et voilà, ça a été assez rapide. On a tout de suite accroché. Et donc, j'aimerais que tu puisses te présenter et puis nous donner un petit peu plus de détails sur qu'est-ce que c'est ce défi au rameur. Merci Rémi. Donc moi, je me présente, William Lenné. Je suis le fondateur de Coach Rameur. Et Coach Rameur existe pour que l'ennui ne soit plus une excuse à la pratique du sport. Donc je m'appuie sur une solution digitale pour créer des challenges scénarisés sur rameurs connectés. Voilà, c'est mon métier. Donc pour rappeler, Rémi effectivement m'a connu du coup suite à la Transat Jacques Vabre qu'on a organisée en novembre dernier, grâce à son ami. Et finalement Rémi, il a vite vu une opportunité par l'intermédiaire de notre challenge de faire de l'aventure d'un homme une aventure et une expérience collective. Voilà. Et ça me parle quand il m'en a parlé. C'est pour ça qu'en 5 minutes, c'était signé. On a dit, OK, c'est parti, feu, on crée tout et ça va être génial. Alors, pendant que Rémi, en fait, finalement, sera, lui, dans l'eau, eh bien, il va y avoir des milliers de personnes qui vont réaliser la même expérience que Rémi, mais sur rameur. Alors, comment c'est possible, vous allez me demander? En fait, sur rameur, vous avez des cadences, c'est-à-dire vous avez un nombre de répétitions par minute, un rythme à suivre. On a créé un logiciel qui nous permet de scénariser un événement et d'attribuer des cadences en fonction de bulletins météo, en fonction de conditions de mer, en fonction de difficultés que Rémi va rencontrer réellement pendant sa traversée. Et notre logiciel attribuera des pénalités si vous, à la maison, vous n'avez pas respecté le scénario qui vous était proposé. Voilà comment ça marche. Avec Rémi, on a tourné 30 capsules vidéo, donc pendant qu'on était à Pléneuf-Valandré, car pendant le challenge, eh bien, les participants devront répondre à des quiz, faire des choix stratégiques en fonction des difficultés que Rémi va rencontrer et qu'eux-mêmes vont rencontrer, qu'on va leur proposer.
Et donc, il va falloir qu'ils fassent des choix, comme par exemple, peut-être que Rémi, à un moment donné, va rencontrer un banc de méduses. Et donc, nous, on va leur proposer, on va leur dire, bon, bah, vous avez soit le choix de traverser le banc de méduses, ou soit de le contourner. Quel choix faites-vous? Ou alors, Rémi va peut-être avoir quelques problèmes de peau avec sa combinaison, le sel, etc. Et on va leur proposer, on dit, est-ce que vous décidez que Rémi change de combinaison, ou est-ce que vous gardez la même combinaison jusqu'à la fin? Mais encore, à un moment donné, il va falloir que Rémi attache sa plateforme à une ancre flottante et il va falloir faire un nœud marin. Évidemment, vous êtes tous experts en nœud marin, donc vous savez exactement quel nœud il va falloir utiliser. Donc Rémi va présenter des nœuds et les gens vont devoir choisir quel nœud il va falloir utiliser. Et en fonction des réponses qu'ils vont donner, eh bien, ça va influencer la suite de leur parcours, le nombre de kilomètres qu'ils vont devoir réaliser, mais aussi eh bien, les cadences qu'ils vont devoir suivre. Et donc, suite eh bien, à ces réponses, eh bien, il y aura une petite capsule de Rémi en disant « Tadam, vous avez fait le bon choix, vous avez fait le mauvais choix pour X ou X raisons. » Donc ça va au-delà en fait, du champ sportif, c'est aussi pour vraiment eh bien, aller au cœur de l'événement et apprendre d'un aventurier explorateur aguerri. Alors, évidemment, les participants ne vont pas réaliser 180 km. Je veux dire, on n'a pas tous le même niveau que Rémi. Donc finalement, si je dois vous résumer le Calvi Monaco en quelques points à la rame, c'est un départ le 5 septembre prochain. Donc là, nous, pour le coup, c'est sûr, c'est le 5 septembre. Il va y avoir 2 niveaux de difficulté, donc soit en 7 étapes, soit en 13 étapes. Et vous aurez 18 jours pour le réaliser. Alors je dis vous parce que je suis certain que je vais au moins réussir à convaincre au moins la moitié de la salle à le faire, hein, dans n'importe quelle salle de sport. Okay, donc voilà ce qui vous attend. Chaque étape fera entre 6 000 et 10 000 mètres en fonction des choix et du scénario. Vous en faites pas, ça le fait très bien. Et vous pourrez le faire en individuel ou en binôme et vous pourrez le réaliser sur n'importe quel type de rameur. Alors, juste avant de terminer, je terminerai en vous disant que c'est pas tous les jours finalement qu'on rencontre une personne du calibre de Rémi. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que vous pouvez imaginer pouvoir vivre la même expédition que lui, en même temps que lui, avec les mêmes sensations que lui, le tout au chaud, à la maison? C'est ça qu'on vous propose. Alors, c'est du jamais vu, et c'est ce pourquoi on le fait. Voilà. Donc, alors maintenant, il suffit d'une chose, oubliez votre meilleure excuse, lacez vos chaussures, allumez vos écrans et ramez. Je vous remercie. Génial. Merci à toi. Et d'ailleurs, on a une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu plus en détail eh bien, ce challenge. Réservez votre place pour le prochain défi scénarisé sur Rameur. Rémi Camus, aventurier explorateur, va réaliser une traversée entre Calvi et Monaco à la nage en autonomie. Après avoir réalisé la traversée de l'Australie en courant, la descente du Mekong en hydrospeed ou le Tour de France à la nage, il s'attaque aujourd'hui à la traversée d'une partie de la Méditerranée à la nage. Aujourd'hui, je vous propose de participer à l'aventure de Rémi, non pas à la nage, mais sur votre rameur, au chaud, à la maison ou dans votre salle de sport. Et oui, vous avez bien entendu, vous allez participer à la traversée Calvi-Monaco, non pas sur l'eau, mais sur votre rameur. Vous prendrez le départ le 5 septembre, en même temps que Rémi. À travers cette course, nous voulons vous partager le défi extraordinaire d'un homme. Affronter la faim, la soif, la fatigue, le manque de sommeil, affronter la mer. Vous déciderez de vos trajectoires en fonction du scénario que nous vous avons prévu. Nous vous proposons 2 niveaux de difficulté, une course en 7 étapes ou une course en 13 étapes. Vous aurez au total 18 jours pour réaliser l'ensemble de vos épreuves sans aucune autre contrainte de temps. Vous pourrez donc réaliser les étapes à votre rythme dans les 18 jours impartis. En fonction du scénario et des choix de route que vous allez faire, vous allez parcourir entre 6 000 et 10 000 mètres par étape. Grâce aux 2 niveaux de difficulté, ce défi est accessible aux débutants mais aussi aux rameurs confirmés. Vous vous sentez l'âme d'un aventurier solitaire, participez à ce défi en individuel. Vous voulez partager cette expérience avec un partenaire, alors choisissez de vous inscrire en équipe. Ce défi est accessible en individuel ou en équipe de 2 pour le plus grand plaisir de tous. Maintenant, vous devez sûrement vous demander si votre rameur est compatible pour participer à ce défi. Je vous rassure, quel que soit le rameur que vous avez, vous pourrez réaliser le Calvi Monaco. En effet,
Il y aura un classement officiel sur Rameur Concept 2, Rameur qui nous permet de faire remonter vos informations de course et attribuer automatiquement des pénalités en cas de non-respect des cadences, et un classement réunissant les autres modèles de rameurs où vous n'aurez qu'à inscrire votre temps à chacune des étapes. Rémi nage en partie pour des associations qui ont pour mission la préservation de l'écosystème, et nous reverserons 30% des frais d'inscription à Project Rescue Ocean, Trash Spotter et Gestes Propres. Seul ou en équipe, sur Concept 2 ou sur une autre marque de rameur, inscrivez-vous pour prendre part à cette aventure d'un nouveau genre. Le scénario vous plongera au cœur de l'expédition, dans lequel vous retrouverez à chaque étape des capsules vidéo de Rémi qui vous aidera à choisir les bonnes directions pour relier sans encombre Calvi à Monaco. Les inscriptions sont ouvertes et le départ de l'épreuve sera lancé le 5 septembre prochain. Retrouvez le lien d'inscription sous cette vidéo et toutes les informations utiles à l'événement. Nous vous attendons nombreux sur la ligne de départ le lundi 5 septembre pour une expédition que vous n'êtes pas prêts d'oublier. On se retrouve à Calvi. Allez, ciao! Merci, merci. Et merci William pour d'avoir fait cette vidéo et chapeau à toi qui a dû travailler très dur pour pouvoir réaliser et monter toutes les vidéos. Je terminerai effectivement par une dernière chose pour parler de ce projet. Cette aventure humaine, je ne l'ai pas fait tout seul. Si on a réussi à faire ce projet, eh bien, c'est grâce à toutes ces personnes, toutes ces entités, tous ces partenaires. Horis, un horloger suisse, Gestes Propres, Carole Carpentier qui est ici présente, Cristalline Saint-Yor avec le Source Alma. Vous avez le groupe Aiglon qui fait de la vaseline bio qui va me permettre de vraiment éviter d'avoir des brûlures au niveau de ma combinaison. Le groupe ACPPA avec Morgane donc, sur les maisons de retraite. Vous avez Mako qui font des combinaisons Made in France, extrêmement fine pour les triathlons, et donc je serai équipé avec ça. Incep Sport, qui développe des marques de rameurs, de bike-erg, etc., pour les salles de sport, et donc qui nous ont prêté un ski-erg pour les entraînements. Ensuite, vous avez Snow Leader, donc une société qui fait de la vente de matériel pour tout ce qui est outdoor, montagne, etc., qui me suivent depuis pas mal de temps et qui me prêtent leur véhicule pour à chaque fois faire les entraînements. Breyer qui fabrique des palmes extraordinaires en carbone pour aller toujours plus vite pour tracter la plateforme. Garmin pour avoir le tracé GPS et ne pas être perdu en pleine mer. Coach Rameur, c'est le jeune homme que vous venez d'entendre juste avant. Sea-Trackbox, Christophe qui est ici présent, qui fait de la géolocalisation des conteneurs en pleine mer. Bernascom, eh bien, c'est Hello qui est reparti de l'autre côté déjà, qui s'occupe de la relation presse. GT Design, donc c'est Guillaume Turbec qui lui a développé la plateforme. Ensuite, vous avez l'agence MKF avec qui je travaille sur la partie du site internet, le Muséum océanographique de Monaco, effectivement. Project Rescue Ocean, donc l'ONG pour faire la dépollution. Les MFR, les maisons familiales rurales sur l'éducation, la sensibilisation au niveau des étudiants. Trash Spotter sur la géolocalisation des déchets qu'on retrouve un peu partout. MyFlow, eh bien, c'est mon préparateur physique Florian. Vincent Cadet, VTTA, qui m'a aidé énormément sur la partie administrative de ce projet. Lyophilisé Co, qui m'apporte la nourriture en pleine mer, ou du moins on va tenter parce que ça va être encore une belle aventure, ça de trouver les éléments et la nutrition parfaite. Et Capilum, pour ne pas perdre ses cheveux. Jusque-là, c'est bon. Donc voilà. Je voudrais tous les remercier et vous pouvez vraiment également les applaudir. Il y en a qui sont dans la salle et merci infiniment à toutes ces personnes parce que sans elles, on serait pas là pour y arriver. Et je terminerai juste avec cette phrase. Il y a un mec qui va traverser la mer Méditerranée, mais c'est ensemble qu'on arrivera à Monaco parce que si vous n'êtes pas là, je suis incapable de le faire. Donc merci du fond du cœur. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Je prenne le micro. Merci. J'ai pas compris l'histoire. Vous allez embarquer des cheveux pour voir si ça capte ou pas? Vous allez entraîner des pelochons de cheveux?
Donc on va récupérer des produits finis en cheveux directement sur le bateau pour pouvoir faire des analyses pendant la traversée, mais aussi au départ et à l'arrivée. Et on va pouvoir installer aussi des salons de coiffure éphémères au départ et à l'arrivée pour sensibiliser et montrer en fait toute l'économie circulaire notable sur 1 mètre carré, quoi. Donc sur le bateau, oui, il y aura des cheveux. Pas le mien, hein. Le voilier. Non, pas du tout, non. Bonjour, moi j'ai plusieurs questions à vous poser, parce que vous doutez que j'ai préparé ça. Comment vous avez déterminé le besoin de matériel entre les palmes, entre le flotteur de Guillaume, enfin le catamaran de Guillaume? Comment vous avez déterminé ce besoin de matériel pour faire cette traversée? Alors, vu que c'était le fait de le faire en totale autonomie et sans assistance, il fallait forcément avoir une structure à tracter pour être vraiment en totale autonomie. Donc il a fallu designer tout ça. Donc c'est Guillaume qui s'est occupé de cette partie-là. Sur la partie nage, eh bien, en fait, j'ai optimisé en fonction des aventures que j'avais faites dans le passé. Oui. Lorsque j'avais fait le Mékong, j'avais une combinaison qui faisait 7 mm mais qui était beaucoup trop épaisse. Sauf que la température de l'eau, elle est de 4 degrés au début quand on est au Tibet. Et on perd énormément de calories à nager pour se réchauffer, pour garder son cap, etc. Donc là, je suis passé avec Mako sur les combinaisons, quelque chose de beaucoup plus fin, parce que, à la différence de l'hydrospeed, on est juste allongé et on fait la nage sur flotteur. Voilà, je connais bien le sujet, c'est ma spécialité. Et on n'a pas besoin de faire bouger les bras. Donc, ce n'est pas une problématique d'avoir une combinaison un peu plus épaisse. Par contre, le fait de nager et de faire 3000 fois à peu près dans la journée ce mouvement, ce n'est pas logique sur le corps humain. Donc, il fallait trouver le compromis entre une combinaison épaisse qui puisse me garder au chaud, quelque chose de trop fin qui puisse me permettre de nager correctement, mais où je vais peut-être potentiellement perdre des calories. Donc on est parti sur une combinaison Mako qui est relativement fine, qui me permet quand même de rester au chaud parce que j'ai testé pendant le Tour de France à la nage. On va partir avec 2 combinaisons. Pourquoi 2 ? La première, alors vous allez me dire, mais c'est juste très drôle, mais franchement, il fallait y penser, mais je n'avais pas du tout pensé à ça quand j'ai fait mon aventure sur le Mékong, et en y réfléchissant, après, ça devient logique. Sur le Tour de France à la nage, j'ai eu cette problématique aussi, c'est que quand on garde une combinaison toute la journée sur soi et qu'on nage 11, 12 heures, 13 heures dans la journée, eh bien, on va uriner dans sa combinaison toute la journée parce qu'on ne va pas s'arrêter. Bon, voilà. Donc, le fait d'uriner dans sa combinaison, ça devient une brûlure et ça vient ronger complètement la peau. Donc, on a modifié les combinaisons Mako. Donc, je vais en avoir 2. Une avec une fermeture éclair qui sera parfaite au départ à Calvi et à l'arrivée à Monaco. Tout simplement pour ne pas avoir trop l'air con devant les gens, parce qu'on est présentable. Et puis après, quand je serai en pleine mer en train de nager, eh bien, j'aurai une combinaison avec une piscette. Qu'on utilise, nous, depuis 20 ans. Exactement. Voilà. Sauf que, eh bien, devant des journalistes ou des enfants, eh bien, c'est pas gênant. Forcément très sérieux. Voilà. C'est toujours très particulier. Donc, on aura 2 combinaisons par rapport à ça. Et ensuite, sur les palmes, donc on est parti sur 2 paires de palmes, donc les brayeurs. Le but, c'était d'avoir une dureté suffisamment intéressante pour pouvoir avoir une poussée agréable et tracter la plateforme sans que ça soit au détriment de mes chevilles et de me retrouver à avoir des difficultés en pleine mer. Tendinite. Voilà, donc on est parti sur une dureté en dureté 2, tu m'arrêtes si je dis pas de bêtises, mais pour avoir quelque chose de suffisamment souple et puissant afin de progresser. Et ensuite, on est parti également sur un double tuba. Alors ça, je l'ai testé pendant le Tour de France à la nage. Au début, j'étais avec un tuba frontal. La problématique du tuba frontal, c'est que quand tu nages et que tu te prends une vague par-dessus, tu vas devoir garder un peu d'eau dans la bouche, enfin de l'air dans la bouche, et cracher pour éjecter l'eau. Le double tuba, il avait un clapet en bas et 2 clapets en haut, et ça te permet, lorsque tu souffles dans l'eau, ça ferme les clapets en haut, ça ouvre en bas, et quand tu respires, ça fait l'inverse. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que ça te permet, lorsque tu as une vague qui fait 3-4 mètres et qui passe par-dessus, de toujours pouvoir avoir de l'air dans le tuba sans être en train de suffoquer. Et également, ça m'évitait à moi, alors quand je nage, je ne sais pas si vous vous rappelez de la photo où je nageais avec la plateforme, on a l'impression que je nage comme une armoire normande parce qu'il n'y a pas de mouvement de rotation au niveau de la tête. Parce qu'en étant avec un double tuba, on peut rester à plat. Alors certes, on n'optimise pas sa glisse sur l'eau parce que justement le fait de nager, c'est d'avoir une rotation du buste pour venir chercher le plus loin possible et d'avoir une vraie glisse sur l'eau. Là, le fait d'être en double tuba, on n'a pas ce mouvement de rotation, donc on glisse moins, mais ça nous préserve au niveau du cou parce que
Ce mouvement-là des jambes, c'est quelque chose qui est très logique Oui, du corps humain. il part du bassin. Voilà, ce mouvement-là, il est beaucoup moins logique du corps humain. Et de faire ça toute la journée dans l'eau, c'est pas logique non plus. Et donc, en portant la combinaison, j'aurais pu avoir des brûlures et me retrouver en pleine mer, avoir des brûlures au niveau du cou, c'était pas forcément la meilleure solution. Donc, en gardant l'axe tête-coutron droit sans qu'il bouge, certes, je perdais en nage et en glisse, mais par contre, j'optimisais le fait de ne pas avoir trop de blessures pendant la traversée. D'accord. Au niveau du flotteur, est-ce qu'il y a un problème pour éviter qu'il y ait un retournement? Enfin, ce que nous, on appelle un flotteur. Le catamaran, est-ce que pour justement les problèmes de météo, si jamais il se retourne, comment va-t-il pouvoir être remis droit? Alors, toute la partie au niveau des flotteurs, elle est recouverte de mousse, donc il ne pourra pas couler dans tous les cas. Oui, non, mais ça... Voilà, et ensuite, on a 2 poignées sur les côtés et on va rajouter des cordes, exactement comme si on était à la SNSM avec les bateaux, les canaux qu'on va utiliser, ce qu'ils appellent les Inflatable Rescue Boat, la IRB. Et donc, on se pose sur un boudin et on vient tirer avec la corde pour retourner le flotteur. C'est pas mieux de pousser le catamaran plutôt de le tracter? Il y aura les deux. Il y aura une nage en tractant, et lorsque j'aurai un vent qui sera dans mon dos et qui va venir pousser la plateforme, on va fixer en dessous, au niveau de l'assise, quand je vais me changer, des poignées pour pouvoir pousser la plateforme, parce que quand on a fait le test à Pléneuve-Valandré, en rentrant dans la baie, on a eu du vent qui venait du large, plus un petit peu de houle, il n'y avait pas grand-chose, il y avait 80 cm. Mais en nageant, je ne sentais pas du tout la tension au niveau de la corde, et en fait, la plateforme me rattrapait. Voilà. Donc, pour éviter de me faire assommer en pleine mer, eh bien, lorsque les vents seront trop forts et pousseront la plateforme sur l'arrière, eh bien, je serai moi en train de la pousser, ce qui me permettra de garder une vue sur la progression. D'accord. Et la couleur verte, là, vous parliez de la couleur verte comme étant une couleur visible, la plus visible en mer, et la couleur orange fluo. Pourquoi le choix du vert réellement? Parce que le vert, sur la photoluminescence, c'est la couleur qui se reflète le mieux en pleine nuit, alors que le orange, la pigmentation ne se fait pas du tout. Et donc, on n'a pas on va pas avoir quelque chose qui va se refléter en pleine nuit. Alors que le vert, c'est la couleur la plus intéressante sur la photoluminescence. C'était pour ça qu'on avait pris la couleur verte fluo. Ok. Tout simplement. J'en avais d'autres, mais j'arrête là. Bon. Merci. Merci beaucoup. Normalement, les enfants, quand je pose des questions à l'école, ils ont tous des questions. Hein. Et là, aucune. Ah. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais bon. Non, mais ça ressemble un peu à ça. Bon, je ne vais pas me mettre à poil, hein, mais on va la modifier. Donc la plateforme, l'assise n'est pas plus large que ça. Donc je vais vraiment être, voilà, ça va être du sur-mesure pour pouvoir me déshabiller. Mais la combinaison Mako, en fait, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, et c'est Alain, la personne que tu connais, qui est venu à Pléneuve-Valandré, qui m'a expliqué en fait pourquoi est-ce que les combinaisons Mako, et je pense que toutes les combinaisons triathlètes sont modifiées à ce niveau-là. Avant, on prenait la combinaison, la fermeture venait ici, on prenait le leash et on montait pour pouvoir fermer. Maintenant, les combinaisons, il faut être 2 pour la mettre. Il y a une personne qui te la clipse, tu prends le leash et tu descends. Et je demandais, mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis dans l'autre sens? Parce que quand on est tout seul, c'est juste improbable. Et enfin oui, sauf que quand tu te retrouves sur un départ avec 500, 600, 1000, 2000, 3000 personnes, eh bien, il y a toujours un couillon qui est juste derrière. Et voilà, et du coup, tout est foiré. Et j'ai dit, mais moi, je ne vais pas avoir cette problématique en pleine mer. Ils m'ont dit, non, mais donc pour toi, on va pouvoir le modifier. Mais en fait, pour les compétitions, on a modifié le sens juste parce qu'il y avait des gens qui s'amusaient à défaire les combinaisons des personnes qui étaient devant soi. Donc, voilà. Exactement, ouais, ils vont la mettre dans l'autre sens. Donc, voilà. Merci à vous en tout cas. Ouais. Je vais avoir une ancre flottante. Voilà. Donc je vais être limité sur ma dérive au niveau du vent, mais pas au niveau du courant. Donc la nuit, je vais être forcément bien orienté face au vent. Donc j'aurai moins d'effet de houle sur la plateforme, mais par contre, j'aurai peut-être la dérive du courant. Donc en pleine nuit, je peux faire un -5 ou un +5. Donc si un matin vous m'entendez crier en pleine mer, c'est que j'aurais fait un -5. Voilà. Mais normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça.
La plateforme à vide fait à peu près 100, j'irais une centaine de kilos. Avec tout ce qu'il va y avoir dedans, on va tourner autour de 140, 150 kilos, plus moi quand je vais monter dessus. Donc il faut qu'elle arrive à tenir 200, allez, 220, 230 kilos. Mais je ne vais pas tracter ça. Alors la journée, elle sera portionnée complètement différemment de ce que j'avais fait moi sur le Tour de France à la nage, où on calait principalement un nombre de kilomètres qui était de 30 km par jour, et ce, peu importe le temps que j'allais mettre pour le faire. Là, on fait complètement l'inverse, parce que vu que je n'ai pas de repère visuel dans l'espace, eh bien, pour éviter de stresser, de péter les plombs en pleine mer, eh bien, on fait complètement l'inverse. On va faire les 3-8. Donc, on commence à nager à 8 h du matin jusqu'à midi. On s'arrête à midi, on sort de l'eau jusqu'à 14 h, ce qui va me permettre de manger, de me réhydrater, de désaliniser mon eau, etc. Ensuite, je me remets à l'eau à 14 h jusqu'à 18 h. À 18 h, je sors de l'eau. Et de 18 h à 21 h, c'est le moment où je vais m'hydrater, manger, etc. Et en fait, je dors de 21 h à 5 h du matin. Et de 5 h à 8 h, je me prépare avant de me remettre dans l'eau. Donc, je nage que 2 fois 4 heures par jour. Et tout le reste à côté, eh bien, il y a désaliniser son eau, parce que pour avoir de l'eau douce, il faut pomper et il faut faire, je crois que c'est 15 minutes pour avoir 1 litre. Donc je vais pomper, à mon avis, à peu près 1h30, 2 heures par jour pour avoir de l'eau à boire, plus la nourriture à préparer, les tests au niveau du CHU de Grenoble à réaliser au quotidien, la communication à faire, les messages à envoyer au webmaster pour leur expliquer que tout va bien, que je ne suis pas mort et que tout va bien. Voilà. Et donc tout ça, mis bout à bout, eh bien, ça fait beaucoup de choses à gérer sur une journée. Au niveau du cap à suivre, on a tendance, quand on nage, mon domaine, à perdre très rapidement le cap. Comment tu vas réussir à garder ton cap régulier, mais vraiment bien régulier, parce qu'en 1 minute, on peut perdre un cap. Oui, alors Guillaume est en train de mettre, on va voir comme une boussole à l'arrière de la plateforme, qui va me permettre, lorsque je vais la pousser, d'avoir un cap à suivre au quotidien. De toute manière, effectivement, que tu sois en train de nager, en train de marcher, si tu n'as aucun repère visuel, à un moment donné, tu fais comme les Dupont et Dupont, tu tournes en rond. C'est sûr à 100%. Donc ça va être une autre particularité, parce qu'il va falloir apprendre à observer le cap sur la boussole pour pouvoir progresser correctement, mais surtout sur les 180 km, c'est pour ça que je suis persuadé que je vais faire à peu près 200 à 220, parce que je vais faire que ça toute la journée. Alors on va faire différents repas. Le matin, le midi et le soir, ça sera du lyophilisé réhydraté. Donc là, on est en train de tester la nourriture en lyophilisé, mais il y a des choses qui ne me conviennent pas du tout, parce que le lyophilisé à froid, déjà les nouilles chinoises au porc laqué, bon, c'est déjà pas terrible, mais alors froid, c'est vraiment pas bon. Voilà. Et d'expérience de ce que j'ai pu faire en entraînement, les fruits à manger, c'est bon, mais à vomir, c'est pas bon. Et le maquereau à manger, c'est pas terrible le matin, mais alors à vomir, c'est pareil. Donc il va falloir qu'on trouve les points vraiment très importants sur la nourriture, mais ça sera principalement 3 repas chauds à chaque fois que je m'arrête. Et pendant la nage, ça sera des gels, et puis ensuite juste des boissons et des choses très rapides, parce que le fait d'être dans une mer calme, c'est facile de pouvoir consommer. Par contre, dès que tu te retrouves dans 1 ou 2 mètres, d'attraper un truc à manger, c'est pas forcément la meilleure chose. Donc on va essayer de caler. On est encore là-dessus en ce moment même sur la nourriture, qui est un point assez particulier. Oh ben je l'ai régulièrement, les problématiques. J'étais en stage de survie, donc au niveau de l'hydratation, on n'était pas bon. Mais non, ça c'est des choses. Là, moi, je vais travailler encore une fois avec un acupuncteur sur la gestion du stress, mais également du mal de mer lorsque je serai sur l'eau, parce que la plateforme, elle n'est pas large, mais on ressent bien tous les effets des petites vagues. C'est-à-dire que même s'il n'y a que 30 cm, c'est déjà comme ça. Donc je me dis, au bout de 15 jours, à mon avis, je vais nourrir les poissons. Merci à vous, en tout cas, d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup. Et si vous voulez boire un verre, il y a tout ce qu'il faut de l'autre côté. Et merci beaucoup. Ben, je te remercie en tout cas. Merci beaucoup. Dites-moi.
Ah mais complètement. Alors après, chaque personne est très différente. On accepte plus ou moins la prise de masse. Moi, j'ai de très très grosses difficultés à prendre du poids. Donc en septembre 2020, je faisais 82 kilos et en presque 2 ans, je suis à 85 en mangeant 6 fois par jour. Et voilà. C'est rien du tout. Ça veut dire que quand je vais me mettre à l'eau à Calvi, je pense qu'au bout de 3 jours, j'aurai déjà perdu les 3 kilos. C'est ça. Donc là, on essaye de monter à 88, 89, mais j'ai beaucoup de mal. Mais effectivement, c'est quelque chose à prendre en considération. C'est pour ça que je fais énormément d'immersion en eau froide dans mon congélateur pour travailler le froid et avoir il y a la graisse brune qu'on utilise, qui est commune de tout le monde. Quand on est tous bébés, on a tous eu cette graisse brune qui était là pour se protéger du froid. Mais malheureusement, les conditions de vie dans lesquelles on vit sont tellement agréables avec la clim, avec le chauffage l'hiver, etc., que cette graisse brune disparaît et elle est remplacée par la graisse blanche, celle qu'on fait très facilement. Donc pour les femmes, eh bien, ça vient se loger au niveau des hanches et puis les hommes eh bien, au niveau du ventre. Et c'est une graisse qui n'est pas forcément bonne pour le corps humain. Donc j'essaye de faire de la graisse brune, mais c'est juste très compliqué. Je peine beaucoup. Mais oui, il faudrait que j'arrive encore à apprendre, ouais, pour éviter de l'avoir à l'emmener avec moi sur la plateforme. De quoi? Oui, donc j'espère pas, parce qu'il y a 15 jours de nage, au pire. Donc à la fin, si je ressemble à un squelette, on va réfléchir. Si vous voulez de l'autre côté, c'est tout prévu en tout cas. Merci à vous.